Imaginez un paysage d'automne au Japon. L'air est plus frais, la lumière plus douce, et dans les vergers, les arbres semblent s'embraser lentement. Les feuilles tombent, mais les branches restent lourdes, chargées de fruits ronds et lumineux. Des fruits d'un orange profond, presque incandescent. Ce sont des kakis. Au Japon, le kaki n'est pas seulement un fruit de saison. C'est un symbole, une mémoire vivante, un lien direct entre la terre, le temps et la culture. Chaque automne, il rappelle que la patience porte ses fruits, au sens le plus littéral du terme. Mais derrière cette apparente simplicité se cache un travail d'une précision remarquable, une succession de gestes répétés depuis des générations. Aujourd'hui, nous allons suivre ce fruit exceptionnel depuis son tout premier bourgeon jusqu'aux prémices de sa transformation, pour comprendre pourquoi certains kakis japonais atteignent des prix qui peuvent sembler presque irréels. Le voyage du kaki commence bien avant que le fruit n'apparaisse. Il débute avec l'arbre lui-même. Le plaque minier japonais est un arbre fruitier vivace, capable de vivre plusieurs décennies, parfois plus d'un demi-siècle, tout en continuant à produire des fruits année après année. Cette longévité impose une relation particulière entre l'agriculteur et ses arbres. On ne pense pas en une seule récolte, mais en cycle long, en équilibre durable. Chaque décision prise une année aura des conséquences sur les saisons futures. C'est cette vision à long terme qui distingue profondément la culture du kaki au Japon. Lorsque l'hiver s'installe et que les arbres entrent en dormance, le verger semble presque immobile. Pourtant, c'est à ce moment précis que commence l'un des travaux les plus importants de l'année. La taille hivernale. Armés de sécateurs soigneusement entretenus, les producteurs inspectent chaque arbre, branche par branche. Les rameaux morts, malades ou mal orientés sont supprimés. Les branches trop faibles sont éliminées sans hésitation. L'objectif est clair, concentrer l'énergie de l'arbre sur un nombre limité de branches solides, capables de porter des fruits de haute qualité. Cette étape demande une connaissance intime de la croissance de l'arbre. Une coupe mal placée peut compromettre la récolte future. Une coupe bien pensée, au contraire, prépare déjà la réussite de l'automne suivant. À mesure que l'hiver se retire, les premiers signes de vie réapparaissent. Vers le mois de mars, les bourgeons commencent à gonfler. La sève circule de nouveau. C'est une période délicate. Les températures peuvent encore chuter brutalement, et un gel tardif suffit à endommager des semaines de préparation. Les agriculteurs surveillent attentivement la météo, parfois nuit après nuit. Certains utilisent des techniques traditionnelles pour protéger les arbres, d'autres s'appuient sur des systèmes plus modernes. Mais tous partagent la même inquiétude silencieuse, préserver ces bourgeons fragiles, promesse de la future récolte. Lorsque les jeunes pousses se développent, le travail de taille se poursuit, mais de manière plus fine. On parle alors d'éclaircissage des rameaux. Même après la taille hivernale, l'arbre peut produire trop de jeunes branches. Si on les laisse toutes se développer, l'arbre s'épuise et les fruits seront plus petits, moins sucrés, moins réguliers. En supprimant volontairement une partie de cette croissance, le producteur guide l'arbre. Il ne s'agit pas de forcer la nature, mais de l'accompagner, de lui indiquer une direction. Cette philosophie, très présente dans l'agriculture japonaise, repose sur l'idée que la qualité naît de la retenue. Au mois de mai, un changement discret mais essentiel se produit. De petites fleurs blanches apparaissent, presque timides, nichées à l'aisselle des feuilles. Elles sont modestes, sans parfum marqué, sans éclat spectaculaire. Pourtant, elles portent en elles tout le potentiel du fruit à venir. La floraison est une phase critique. Une pluie trop abondante, un manque de pollinisation ou un stress hydrique peuvent réduire considérablement le nombre de fruits formés. Durant cette période, les producteurs ajustent l'irrigation avec précision. Ni trop, ni trop peu. L'eau doit soutenir la floraison sans provoquer un excès de vigueur végétative. Après la floraison, les premières ébauches de kaki apparaissent. De minuscules sphères vertes, encore dures, encore amères. À ce stade, un autre choix fondamental s'impose, l'éclaircissage des fruits. Naturellement, l'arbre produit plus de fruits qu'il ne peut en mener à maturité optimale. Les agriculteurs retirent donc une partie des jeunes kakis, parfois jusqu'à la moitié. Ce geste peut sembler contre-intuitif. Pourtant, c'est précisément ce sacrifice qui permet aux fruits restants de grossir, de concentrer leur sucre et de développer une texture parfaite. Chaque fruit conservé bénéficie de plus de lumière, de plus de nutriments, de plus d'attention. À l'approche de l'été, les kakis entrent dans une phase de croissance rapide. Les journées s'allongent, la chaleur s'installe, et les fruits gagnent du volume semaine après semaine. Mais avec la chaleur viennent aussi les risques. Insectes, maladies fongiques, stress thermique. Pour préserver la qualité, de nombreux producteurs privilégient des méthodes traditionnelles et biologiques. Filets de protection, pièges naturels, inspection quotidienne. Plutôt que de réagir aux problèmes, ils cherchent à les anticiper. Chaque arbre est observé, chaque anomalie notée. Cette vigilance constante est l'une des raisons pour lesquelles les kakis japonais sont réputés pour leur régularité et leur pureté. Progressivement, la couleur des fruits commence à changer. Le vert s'éclaircit, puis laisse place à des nuances jaunes, avant de virer à l'orange. Ce changement est bien plus qu'esthétique. Il indique des transformations internes complexes. Les tanins, responsables de l'astringence, commencent à évoluer. Les sucres s'accumulent. La chair s'assouplit. Pour l'agriculteur, chaque jour compte. Récolter trop tôt, c'est sacrifier la saveur. Récolter trop tard, c'est risquer une perte irréversible. Et alors que l'automne approche, le verger retient son souffle, à l'aube de la phase la plus décisive de toute l'année. Lorsque l'automne s'installe pleinement, le verger change de rythme. L'air devient plus sec, les nuits plus fraîches, et la lumière du soleil se fait plus basse sur l'horizon. C'est à ce moment précis que le kaki révèle toute sa splendeur. Les fruits, désormais lourds et parfaitement colorés, semblent presque éclairer les branches nues. Pourtant, malgré cette apparence de maturité, la récolte ne se décide jamais à l'œil seul. Chaque variété possède ses propres critères.
La fermeté, la teinte exacte de la peau, la teneur en sucre, parfois même la météo des jours à venir entrent en ligne de compte. Au Japon, la récolte du kaki est un acte réfléchi, presque cérémoniel, car une seule erreur peut compromettre des mois de travail minutieux. La cueillette se fait exclusivement à la main. Aucun secouage mécanique, aucune récolte brutale. Les producteurs utilisent des cisailles précises pour couper le fruit avec une petite portion de pédoncule intact. Ce détail est essentiel, surtout pour les kakis destinés à devenir des kakis secs. Un fruit cueilli sans soin, légèrement meurtri ou fissuré, sera immédiatement écarté. Dans certains vergers spécialisés, seuls 60 à 70% des fruits récoltés atteignent le niveau de qualité requis pour les usages les plus prestigieux. Le reste sera vendu à moindre prix ou utilisé différemment. Cette sélection sévère explique en partie la rareté des meilleurs kakis japonais. Une fois cueillis, les fruits sont transportés avec précaution vers des zones de tri. Là encore, tout se fait manuellement. Chaque kaki est examiné sous plusieurs angles. Les imperfections de forme, les variations de couleur, la régularité de la surface sont scrutées avec attention. Ce contrôle visuel est complété par des tests de fermeté et parfois de taux de sucre, mesurés à l'aide de réfractomètres portables. Ce niveau d'exigence peut sembler extrême, mais il reflète une philosophie profondément ancrée, offrir un produit irréprochable, même si cela implique de réduire drastiquement les volumes commercialisés. Pour les kakis destinés à être consommés frais, le processus s'arrête presque ici. Ils sont conditionnés, protégés individuellement, puis expédiés vers les marchés nationaux ou internationaux. Mais pour les fruits les plus emblématiques, ceux qui donneront naissance au célèbre kaki sec japonais, le véritable travail ne fait que commencer. Ces kakis, souvent issus de variétés spécifiques riches en sucre naturel, sont sélectionnés selon des critères encore plus stricts. Leur forme doit être régulière, leur taille homogène et leur peau parfaitement intacte. La transformation en kaki sec débute rapidement après la récolte. Le temps est un facteur critique. Un fruit laissé trop longtemps sans traitement peut se détériorer. La première étape est l'épluchage. À première vue, ce geste paraît simple. Pourtant, il s'agit d'un savoir-faire complexe, transmis de génération en génération. À l'aide d'un couteau parfaitement affûté, l'opérateur retire la peau en un seul mouvement continu, sans entamer la chair. L'objectif est de conserver une surface lisse et uniforme, condition indispensable pour un séchage homogène. Une erreur de quelques millimètres suffit à compromettre l'équilibre final du fruit. Lors de l'épluchage, une petite portion de tige est volontairement conservée. Cette tige joue un rôle central dans la suite du processus. Elle permet de suspendre les kakis sur des cordes ou des structures en bois, appelées racks de séchage. Ces installations sont souvent placées à l'extérieur, dans des zones bien ventilées, exposées à la lumière naturelle mais protégées de la pluie directe. Le choix de l'emplacement est stratégique. Trop de soleil assécherait trop vite la surface. Pas assez d'air favoriserait les moisissures. L'équilibre est subtil, et chaque région adapte ses méthodes aux conditions climatiques locales. Une fois suspendus, les kakis entrent dans une phase de transformation lente et fascinante. Jour après jour, l'eau contenue dans le fruit s'évapore progressivement. Le volume diminue. La chair se concentre. Les sucres naturels migrent vers la surface. Ce processus peut durer plusieurs semaines, parfois plus d'un mois. Durant cette période, les fruits ne sont jamais laissés sans surveillance. Les producteurs inspectent régulièrement les rangées, ajustent l'espacement, modifient l'exposition au vent si nécessaire. Après environ 2 à 3 semaines, une étape cruciale intervient, le massage des fruits. À la main, chaque kaki est délicatement pressé, roulé, pétri avec précaution. Ce geste vise à briser doucement les fibres internes de la chair, afin d'éviter un durcissement excessif du cœur. Il favorise également une répartition uniforme de l'humidité restante. Ce massage est répété plusieurs fois au cours du séchage, à intervalles réguliers. Il demande une sensibilité particulière. Trop de pression et le fruit se déforme. Pas assez et la texture finale sera irrégulière. Au fil des jours, un phénomène remarquable se produit. Une fine poudre blanche apparaît à la surface du kaki. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit pas de moisissure. C'est du sucre cristallisé, signe que le processus a atteint un stade avancé. Cette couche naturelle est recherchée, car elle témoigne d'une concentration optimale des sucres et d'un séchage maîtrisé. Plus cette floraison est homogène, plus le kaki est considéré comme réussi. Lorsque le séchage touche à sa fin, les fruits ont perdu une grande partie de leur eau, parfois jusqu'à 50% de leur poids initial. Ils sont plus petits, plus foncés, mais incroyablement riches en arômes. La texture devient souple, presque fondante, tandis que la saveur gagne en profondeur. Avant l'emballage, une dernière inspection est effectuée. Les kakis trop secs, trop mous ou imparfaits sont écartés. Seuls les fruits répondant aux standards les plus élevés poursuivent leur route. À ce stade, chaque kaki sec représente bien plus qu'un simple aliment. Il incarne des semaines de travail manuel, des mois d'attention constante et des décennies de traditions affinées. Mais ce n'est pas encore la fin du voyage. Car au-delà du goût, ces kakis portent aussi une valeur culturelle et symbolique unique, qui explique en grande partie leur prestige et leur prix exceptionnel, un aspect que nous allons explorer plus en profondeur dans la suite de ce récit. À ce stade du processus, le kaki sec n'est plus simplement un fruit transformé. Il est devenu un objet de soin, presque de contemplation. Dans de nombreuses régions rurales du Japon, les rangées de kakis suspendus font partie du paysage automnal autant que les rizières dorées ou les montagnes embrumées. Elles racontent une histoire silencieuse, celle d'un savoir-faire ancien qui a traversé les siècles sans jamais perdre sa pertinence. Historiquement, le séchage des kakis répondait à un besoin fondamental, conserver la nourriture pendant l'hiver. Bien avant l'arrivée de la réfrigération, cette technique permettait de transformer un fruit périssable en une réserve énergétique durable, riche en sucre et facile à stocker.
Les premières traces écrites de kaki séchés au Japon remontent à plus de 1000 ans. À l'époque, ils étaient consommés par les paysans, les voyageurs et même les moines, comme source rapide d'énergie. Progressivement, le kaki sec a quitté le simple registre de la subsistance pour entrer dans celui de la gastronomie et du rituel. Offrir des kakis secs est devenu un geste de respect, parfois même un cadeau de prestige. Cette dimension culturelle influence encore aujourd'hui la manière dont ils sont produits et présentés. Une fois le séchage terminé, les kakis sont souvent laissés au repos pendant une période de maturation supplémentaire. Cette phase permet aux saveurs de s'harmoniser. Les sucres, déjà concentrés, s'équilibrent avec les acides naturels du fruit. La texture devient plus homogène. Ce repos peut durer plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, selon les traditions locales. Rien n'est précipité. Le temps est considéré comme un ingrédient à part entière, aussi important que le fruit lui-même. Vient ensuite l'étape de la mise en forme finale. Certains producteurs redonnent délicatement une forme régulière aux kakis en les pressant légèrement ou en ajustant leur surface. Ce souci esthétique peut sembler secondaire, mais il joue un rôle crucial dans la perception du produit. Au Japon, l'apparence d'un aliment est indissociable de sa valeur. Un kaki sec parfaitement formé, à la surface veloutée et à la couleur ambrée, est perçu comme l'expression d'un travail accompli avec respect et précision. L'emballage reflète cette même philosophie. Les kakis les plus hauts de gamme sont enveloppés individuellement, parfois dans du papier de riz ou dans des matériaux traditionnels évoquant les saisons. Les boîtes peuvent être en bois, ornées de motifs sobres, ou conçues pour rappeler l'artisanat local. Rien n'est laissé au hasard. Cet écrin n'a pas seulement une fonction protectrice. Il raconte l'origine du produit, la région, parfois même le nom du producteur. Dans un pays où la traçabilité et la confiance sont essentielles, cette transparence renforce la valeur perçue. Sur le plan nutritionnel, le kaki sec est un concentré d'énergie naturelle. En perdant de l'eau, il conserve la majorité de ses nutriments. Il est riche en glucides, en fibres, en potassium et en antioxydants. Sa douceur intense provient exclusivement de ses sucres naturels, sans aucun ajout. Cette pureté explique en partie pourquoi il est souvent consommé en petite quantité, savouré lentement, plutôt que comme un simple encas. Dans certaines traditions, il accompagne le thé, équilibrant l'amertume par sa rondeur sucrée. Le prix élevé des kakis secs japonais s'explique par une combinaison de facteurs. Le premier est le rendement. Entre la sélection drastique des fruits, la perte de poids liée au séchage et l'élimination des pièces imparfaites, la quantité finale commercialisable est très réduite. Le second facteur est le temps. Du début de la culture à l'emballage final, plusieurs mois, voire presque une année entière, peuvent s'écouler. Le troisième facteur est la main-d'œuvre. Chaque étape repose sur des gestes humains, précis, impossibles à automatiser sans perdre en qualité. À cela s'ajoute une dimension plus subtile, la réputation. Certaines régions japonaises sont réputées pour leurs kakis secs d'exception. Le nom de ces zones est synonyme de qualité, un peu comme certaines appellations dans le monde du vin. Cette reconnaissance repose sur des décennies, parfois des siècles, de constance. Les producteurs héritent non seulement de terres, mais aussi d'une responsabilité. Celle de maintenir un niveau d'exigence à la hauteur de l'histoire qu'ils représentent. Dans un monde dominé par la production de masse, le kaki sec japonais apparaît presque comme une anomalie. Il incarne une autre approche de l'alimentation, où la lenteur n'est pas un défaut, mais une vertu. Où la répétition des gestes n'est pas une routine, mais une forme de méditation. Chaque fruit raconte le passage des saisons, les caprices du climat, l'attention quotidienne portée aux détails les plus infimes. Cette relation intime entre l'homme et le fruit crée un produit chargé de sens. Lorsque quelqu'un ouvre une boîte de kaki sec haut de gamme, il ne découvre pas seulement une saveur. Il entre en contact avec un paysage, un climat, une tradition vivante. Cette expérience dépasse largement la simple dégustation. Elle invite à ralentir, à observer, à apprécier le travail invisible derrière chaque bouchée. Et pourtant, malgré tout ce soin, malgré toute cette valeur symbolique, le kaki reste profondément lié à la terre. Il dépend des pluies, du soleil, du froid, du vent. Chaque année est différente. Chaque récolte raconte une histoire unique. Cette part d'incertitude fait partie intégrante de son charme. Elle rappelle que, même maîtrisée, la nature conserve toujours le dernier mot. Et c'est précisément cette fragilité qui rend le kaki sec japonais si précieux, si recherché et si respecté. À l'issue de ce long parcours, le kaki japonais apparaît sous un jour nouveau. Ce qui semblait être un simple fruit devient le résultat d'une chaîne de décisions patientes, de gestes répétés avec soin et d'un dialogue constant avec la nature. Chaque étape, de la taille hivernale à l'emballage final, participe à un équilibre fragile. Rien n'est laissé au hasard, et pourtant, rien n'est totalement contrôlable. C'est précisément dans cette tension entre maîtrise et incertitude que réside la beauté de cette culture. Lorsque les boîtes de kaki secs quittent les ateliers pour rejoindre les marchés ou les tables de dégustation, elles emportent avec elles bien plus qu'un produit alimentaire. Elles transportent une saison entière, parfois même une année complète de travail. Pour certains producteurs, chaque récolte est aussi un pari économique. Les coûts de main-d'œuvre, la dépendance aux conditions climatiques et la sélection rigoureuse réduisent les marges. Pourtant, ils persistent. Non par simple tradition, mais par conviction. Celle que la valeur d'un aliment ne se mesure pas uniquement en volume, mais en qualité et en sang. En 2024, certaines boîtes de kaki secs d'exception atteignent des prix qui surprennent, parfois jusqu'à plusieurs centaines de dollars pour une douzaine de fruits. Pour un regard extérieur, ce chiffre peut sembler excessif. Mais replacé dans son contexte, il raconte une autre histoire. Celle d'un rendement volontairement limité, d'une transformation lente et d'un savoir-faire rare. Chaque fruit est le fruit d'heures de travail manuel, réparties sur plusieurs mois. Le prix devient alors le reflet d'un temps condensé, d'une attention accumulée.
Dans la société japonaise, le kaki sec occupe une place particulière. Il est souvent offert lors de moments importants, en signe de respect ou de gratitude. Il accompagne parfois des cérémonies, des visites formelles ou des échanges professionnels. Dans ces contextes, sa valeur symbolique compte autant que sa saveur. Offrir un kaki sec de grande qualité, c'est reconnaître le temps et l'effort investi par celui qui l'a produit. C'est aussi transmettre un message de considération. Sur le plan gustatif, l'expérience est tout aussi singulière. La première bouchée révèle une douceur profonde, presque miellée. Puis viennent des notes plus complexes, parfois légèrement florales, parfois évoquant le caramel ou la châtaigne. La texture, souple et dense à la fois, invite à mâcher lentement. Contrairement à de nombreux produits sucrés modernes, le kaki sec ne cherche pas à saturer l'essence. Il propose une douceur mesurée, équilibrée, qui se déploie progressivement. Cette manière de consommer reflète une philosophie alimentaire plus large. Au Japon, la notion de saisonnalité reste centrale. Manger un kaki sec, c'est accepter que ce plaisir soit lié à un moment précis de l'année ou à une réserve limitée. Ce n'est pas un produit disponible en permanence, et c'est précisément ce qui le rend précieux. La rareté n'est pas créée artificiellement. Elle est le résultat naturel du processus. Face aux défis contemporains, cette culture pose aussi des questions. Le vieillissement des populations rurales, la transmission des savoirs et la pression économique menacent la pérennité de certaines exploitations. De nombreux producteurs s'interrogent sur l'avenir. Comment préserver la qualité tout en assurant la survie économique ? Comment attirer une nouvelle génération sans dénaturer les pratiques ? Certaines initiatives émergent, mêlant tradition et innovation, mais l'équilibre reste délicat. Dans un monde où l'alimentation est de plus en plus industrialisée, le kaki sec japonais agit comme un rappel. Il montre qu'une autre voie est possible. Une voie où la lenteur devient un choix, où la main humaine reste centrale, et où le produit final conserve une identité forte. Cette approche ne cherche pas à nourrir des millions de personnes, mais à offrir une expérience sincère, ancrée dans un territoire et une histoire. Observer le parcours du kaki, de l'arbre à la table, c'est aussi observer la relation entre l'homme et son environnement. Une relation faite d'observation attentive, d'adaptation et de respect. Le producteur ne domine pas la nature. Il la lit, l'écoute, et ajuste ses gestes en conséquence. Cette posture, humble et exigeante à la fois, est peut-être l'une des leçons les plus précieuses que nous offre cette tradition. Au final, le kaki japonais, qu'il soit dégusté frais ou sous forme de fruits secs, incarne une idée simple mais puissante. La qualité naît du temps accordé. Du temps pour cultiver, du temps pour transformer, du temps pour savourer. Dans chaque fruit se cache une invitation à ralentir, à prêter attention aux détails, et à redécouvrir la valeur des choses faites avec soin. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un kaki, qu'il soit suspendu dans un verger japonais ou présenté dans une élégante boîte, peut-être le regarderez-vous différemment. Peut-être y verrez-vous non seulement un fruit, mais le reflet d'une culture entière, façonnée par les saisons et la patience. Et vous, seriez-vous prêt à attendre des mois, voire une année entière, pour goûter un aliment conçu avec une telle exigence, simplement pour mieux comprendre ce que signifie vraiment la valeur du temps ?